Bonjour chère équipe Eden Park, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre réflexion sur la notion d'autonomie et cette réflexion je vous la propose au travers du programme School Transformation Lab comme je l'avais présenté la dernière fois. Nous avons parlé la dernière fois de la posture de l'enseignant, c'était la pastille bleue, About Teaching. Vous avez eu la possibilité pour ceux qui le souhaitaient de regarder aussi la première partie sur bien l'école en général, dans une réflexion sur l'école et sur l'évolution de l'école. Et donc dans cette thématique aujourd'hui, nous allons parler davantage, non plus de la posture de l'enseignant, mais plutôt de la classe, du fonctionnement de la classe, de la posture de l'enseignant au sein de la classe et dans sa relation avec les élèves d'une part, mais surtout dans les moments clés finalement de la classe, de l'enseignement, les moments pédagogiques qui font finalement l'école. Je vous propose donc d'aborder aujourd'hui cette thématique, ces différences entre l'enseignement dit traditionnel. Alors il ne faut pas y voir quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire celui dont nous héritons. Et si vous avez regardé la vidéo sur l'histoire de l'école, l'évolution de l'école, que je vous avais proposée en introduction et que je vous avais mise en lien, eh bien vous avez pu voir un petit peu de quoi nous héritons, qu'est-ce qui a forgé l'école. Donc quand on parle d'enseignement traditionnel, on parle de tout ça, de toute cette histoire-là dont nous sommes issus, on pourrait dire, et sur laquelle nous réfléchissons, et nous réfléchissons en termes de pertinence, en termes d'efficacité, en termes de vision aussi. Et donc nous allons aborder les différences entre cet enseignement traditionnel et puis cet enseignement qu'on pourrait appeler transformé, qu'on pourrait appeler différencié tout simplement. On pourrait aussi l'appeler individualisé d'une certaine manière, même si le terme est à prendre avec des pincettes. Donc c'est parti pour cette synthèse un petit peu sur l'enseignement traditionnel et différencié. Donc vous voyez que l'enseignement traditionnel, ce qui le caractérise, c'est qu'il est simultané. L'enseignement traditionnel, tout se passe en simultané. Tout se passe sur l'instant. C'est l'enseignant donc, qui est au cœur de cet enseignement traditionnel. Et c'est au fur et à mesure que l'enseignant parle, que l'enseignant donne des consignes, que les choses se passent. Donc tout est simultané et tout le monde va agir en fonction de ça de manière simultanée. Ce que va renforcer l'enseignement traditionnel, c'est la notion d'obéissance, obéissance à la consigne, obéissance au rythme. L'autre chose que ça va renforcer, c'est la notion de compétition. Autre chose que renforce ce système traditionnel, c'est la notion de routine. Voilà. La routine, c'est-à-dire les choses se font de manière régulière, habituelle. Il y a un certain nombre de choses qui se font à des heures précises ou à des jours précis et les élèves sont habitués à fonctionner de cette manière. Parce que tout se passe en même temps pour tout le monde et au rythme, j'ai envie de dire, de la parole et de la consigne et des décisions du chef de classe, c'est-à-dire de l'enseignant, voilà, obéissance, compétition, routine. À l'inverse, je ne sais pas si à l'inverse, en tout cas de manière différente, ce qui caractérise l'enseignement transformé, l'enseignement différencié, c'est qu'il est asynchrone. Il y a une asynchronie, une désynchronisation en tout cas des rythmes, désynchronisation de l'organisation de classe, et cette asynchronie, c'est-à-dire le fait que tout ne se passe pas en même temps, va renforcer trois choses qui sont, on peut le voir, très différentes de l'enseignement traditionnel. Ces trois choses qui sont renforcées, c'est l'autonomie, la collaboration et la créativité. Le fait que tout ne se passe pas au même rythme pour tout le monde, le fait qu'il y ait des instants propres à chaque élève ou à chaque groupe, ça va générer, ça va renforcer ces compétences-là, ou en tout cas ça va pousser l'élève vers ces compétences-là. Donc ici on a un point de départ pour comprendre la différence entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement différencié, c'est la notion de la temporalité, la temporalité de la pédagogie en elle-même. D'un côté, on a quelque chose qui est très simultané, tout se passe en même temps, tout le monde fait la même chose, il y a une impulsion donnée par un membre et puis ça donne un rythme, ça crée des routines.
Ces routines-là, pour qu'elles fonctionnent, nécessitent de l'obéissance. Et cette obéissance et cette routine met en place un système de compétition. D'un autre côté, on a un enseignement différencié, transformé, dans lequel il y a une désynchronisation ou une asynchronie. Il ne s'agit pas d'enlever le rythme. Il s'agit d'enlever l'uniformisation de la tâche, l'uniformisation de la progression. Voilà ce qu'il s'agit d'enlever dans la notion d'enseignement différencié. Je propose de voir maintenant ce qui caractérise la classe. Dans l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire un enseignement simultané, ça va générer des classes homogènes. Si on veut que tout le monde avance de manière simultanée, eh bien, il faut que le niveau soit homogène. Donc, on va avoir une perception de l'enseignement et un vécu de l'enseignement qui nécessite l'homogénéité. Et cette homogénéité, elle nécessite quoi? Comment elle peut se mettre en place? Eh bien, elle va nécessiter de faire des groupes d'âge, parce que plus on resserre le niveau par âge, plus on a de chances d'avoir l'homogénéité. Et puis, on va mettre en place le redoublement, parce que tu ne peux pas rester dans le groupe si tu n'avances pas au même rythme. Donc, tu vas devoir refaire l'année précédente, et puis le reste du groupe, lui, va avancer. Cette homogénéité nécessite des filtres. On va reléguer, sur l'extérieur un petit peu ce qui pose problème. Donc, dans la classe homogène, on va mettre de côté un petit peu ce qui est gênant, ce qui empêche l'avancement. Pour pouvoir avancer dans la classe, il faut correspondre à quelque chose. Le dernier aspect que je propose ici, des écoles ghetto, pas au sens forcément péjoratif, mais au sens où on rassemble des personnes avec un profil particulier. C'est ça que ça signifie. Et par exemple, on a des écoles plutôt sociales. Voilà, alors on va mettre dans la même école, finalement, toutes les personnes qui viennent d'une même classe sociale. Ou alors des écoles spéciales. Des écoles où on va rassembler des personnes pour un certain nombre de compétences. Je pense par exemple aux écoles avec le sport-études, où on va rassembler parce qu'il y a un objectif sportif. L'école, dans l'enseignement traditionnel, on a besoin de rassembler les jeunes par âge, par niveau. Continuons donc maintenant sur cette synthèse. Donc d'un côté la classe, l'enseignement traditionnel, et d'un côté l'enseignement différencié, qui est donc, je rappelle, caractérisé par cette notion d'asynchronie ou de désynchronisation. Et la désynchronisation va permettre du coup l'hétérogénéité. Puisque tout le monde ne fait pas la même chose en même temps, on va pouvoir envisager l'hétérogénéité. L'hétérogénéité n'est plus un problème, elle est même un point positif, elle est même une aide, puisque cette hétérogénéité va permettre de mettre en place des classes verticales. Ça signifie qu'on ne rassemble plus par niveau d'âge, mais dans une même classe, dans un même groupe, il y a des compétences et des niveaux très différents, et où les uns et les autres vont pouvoir du coup mettre leurs compétences au service les uns des autres. Voilà, vont pouvoir partager leurs compétences. La notion de continuité, du coup, en opposition au redoublement, il y a une continuité dans ce groupe, dans cette classe verticale, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir tous le même niveau, chacun avance à son rythme. Ensuite, il y a cette idée de tronc commun rallongé, tronc commun de connaissances, de compétences. Je ne suis pas dans une année par rapport à un niveau, mais je suis dans un groupe dans lequel il y a un tronc commun qui est abordé sur une vue d'ensemble en fait, donc qui est comme élargi. Je ne suis plus. Mon objectif de l'année, c'est pas de savoir conjuguer ça, c'est pas de maîtriser telle ou telle chose. Non, j'ai un champ de compétences à acquérir qui est immense. C'est celui de tout le groupe finalement, de toute cette classe verticale, et je ne me limite pas à un programme finalement qui correspond uniquement à mon niveau d'âge ou à mon niveau de compétence actuelle. Non. J'ai une perspective d'évolution et de progression qui est extrêmement importante. Et puis le dernier aspect, c'est la mixité sociale.
Aucun problème pour la mixité sociale dans une classe différenciée, une classe transformée. La mixité sociale devient une richesse. La mixité sociale devient l'occasion de faire vivre et devient devient presque un des facteurs pour faire vivre positivement cette classe-là, cette classe verticale. Terminons sur cette première synthèse. Et la question, justement, c'est où se trouve notre curseur. Au centre, c'est le point zéro, c'est le point neutre. Alors, de quel côté penchez-vous? Et la question, elle est importante à se poser individuellement. Moi, personnellement, dans ma classe, je suis plutôt dans quel système? Dans quel type d'enseignement? Plutôt beaucoup vers le différencié? Plutôt beaucoup vers le traditionnel? Ou tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre? Plutôt au milieu? Alors, c'est une question à se poser individuellement, c'est aussi une question à se poser collectivement, du coup, et en termes d'équipe. Où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a une cohérence? Et l'école que cherche-t-elle? Est-ce que l'école cherche à construire et à faire la promotion d'un enseignement différencié, d'un enseignement traditionnel? Le discours, la direction, le discours des communicants, des responsables de l'école, pardon, eh bien, sur quoi repose-t-il? Où est le curseur à chaque niveau? Donc je vous laisse répondre pour vous-même à cela. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est de prendre conscience d'où j'en suis et puis vous dire, en fait, qu'est-ce que je veux? Vers quoi je veux tendre? Alors, je vous propose de poursuivre avec quelques caractéristiques de cet enseignement traditionnel et de cet enseignement différencié. Je vais les passer en revue. Donc la première caractéristique, c'est la posture de l'enseignant. On en a déjà parlé, c'était le thème de la première vidéo du premier colloque que nous avons eu ensemble. C'est la notion de posture de l'enseignant. D'un côté, on aura à gauche, vous voyez sur cette slide, vous voyez à gauche, vous avez l'enseignement traditionnel, à droite, vous avez l'enseignement différencié. D'un côté, l'enseignant est contrôlant, c'est celui qui sait, et c'est nécessaire qu'il soit contrôlant parce que c'est celui qui sait, c'est celui qui donne les directives. Donc, s'il ne fait pas ce travail, ici le contrôlant n'est pas négatif, c'est en termes de posture, en termes d'impulsion, il faut pouvoir en permanence orienter le groupe dans la bonne direction, lui donner les précisions, etc. Quand on doit tourner à gauche, on tourne à gauche. Quand on dit stop, on dit stop. Quand on démarre, on démarre. Voilà. Donc il y a cette posture-là. Ou alors, d'un autre côté, vous avez la posture que propose l'enseignement différencié. C'est une posture accompagnante. C'est la posture de l'enseignant n'est plus celui qui sait. L'enseignant, c'est celui aussi qui apprend. C'est celui qui apprend avec ses élèves. C'est celui qui apprend de ses élèves. Et parfois, c'est celui qui apprend à ses élèves. Mais il n'est plus juste dans une posture de celui qui apprend aux autres, celui qui sait et qui va transmettre. Il est dans une posture qui évolue. Dans cette notion de celui qui apprend, il y a une notion d'humilité, c'est-à-dire je ne sais pas tout. Et parce que je ne sais pas tout, eh bien, nous allons chercher ensemble à trouver les réponses, à trouver les bonnes ressources. Et peut-être que moi, en tant qu'enseignant, je vais me mettre à jour sur certaines notions que je n'avais pas bien en tête. Et puis là, je parle de connaissances, mais celui qui apprend, l'enseignant qui apprend, c'est l'enseignant qui apprend à s'adapter au mode de fonctionnement de ses élèves. En pédagogie, on a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Le biais cognitif, c'est l'idée que les autres apprennent comme moi j'apprends, comprennent comme moi je comprends. Et c'est un leurre. Et c'est important pour l'enseignant de sortir, déjà de prendre conscience de ça. En fait, la façon dont moi j'ai compris ces notions-là quand j'étais enfant, ou la façon dont moi je m'approprie ces notions-là, bien c'est pas la même façon pour d'autres élèves. Ils n'ont pas le même fonctionnement. C'est le fameux profil d'apprentissage. Et prendre conscience que ma façon d'expliquer ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc je dois rester dans cette posture de celui qui apprend. J'apprends à m'adapter, j'apprends à expliquer différemment, ou j'apprends à déléguer et à renvoyer vers d'autres sources, vers d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose de très important dans la notion de l'enseignement différencié. Je continue. Ensuite, on a l'idée le point important de la charge de l'enseignant. Dans l'enseignement traditionnel, la charge de l'enseignant consiste principalement en quoi? Principalement à préparer et à corriger.
préparer ses cours, corriger les tests et les contrôles. Quand je parle de la charge de l'enseignant, je parle de la charge en dehors du temps de classe en lui-même, hein. Donc la charge de l'enseignant, voilà, c'est ça. Je prépare mes cours pour que tout le monde fasse la même chose en même temps. Et puis comme tout le monde passe le contrôle en même temps et puis qu'on a tous le même rythme et qu'il y a les routines qui sont en place, je m'occupe de corriger. Voilà. Puis quand il y a une correction en classe, je fais la correction pour tout le monde en classe. La charge de l'enseignant dans le cadre d'un enseignement différencié, eh bien, comme je l'ai écrit ici, eh bien, c'est un investissement. C'est-à-dire que je prépare quelque chose pour qu'il serve à d'autres. J'investis dans une préparation, j'investis dans du matériel, je ne parle pas forcément financier, hein, mais j'ai investi du temps. Et ce matériel-là, il va devenir une ressource pour le groupe. Et pendant plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'en fait, on est dans une perspective à long terme. Je ne pense pas à mon cours, je ne prépare pas un cours pour le lundi ou pour le jeudi à 15 h ou pour ma journée du vendredi. Je prépare un cours, je prépare pas un cours, je prépare du matériel qui sera à disposition des élèves et qui va servir plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas évoluer, qu'il ne pourra pas être amélioré, mais il y a une notion d'investissement. Investir sur du long terme, investir du temps pour que ça serve et que ça puisse porter du fruit sur du long terme et à plusieurs personnes. Il va y avoir plus de tests dans le cadre, dans une école, enfin dans une classe, pardon, avec un fonctionnement différencié. Il y a plus de tests parce que tout le monde avance, enfin tout le monde. Les élèves avancent à des rythmes différents. Il y a une asynchronie et de cette asynchronie, eh bien, jaillit des demandes qui sont pas au même rythme. Et donc, il y a plus de tests. Il y a plus de tests parce qu'aussi, il y a un travail, on y viendra un petit peu plus tard, et on l'a déjà évoqué, la notion d'objectif, il y a un travail par objectif, donc il y a plus de tests pour évaluer ces objectifs. Les tests ne sont plus perçus de la même manière par l'élève, puisque l'élève perçoit le test comme l'occasion de démontrer qu'il a atteint un objectif, et non pas de répondre à une exigence posée par l'enseignant. Plus de tests, mais pas plus de corrections. Parce que la perspective de l'enseignement différencié est bien d'aller vers une délégation des tâches et des responsabilités qui est l'occasion pour les élèves de consolider leurs apprentissages, d'apprendre à de nouvelles compétences, etc. Je poursuis avec le point suivant. C'est la notion d'explication. Dans une classe avec un enseignement traditionnel, eh bien, les explications sont collectives, alors que dans une classe avec un enseignement différencié, il n'y a plus d'explications collectives, ou alors plus rares, plus ciblées pour un groupe précis, parfois pour tout le groupe, hein, mais c'est plus rare. Les explications vont être davantage entre les pairs, entre les élèves entre eux, d'âges différents certainement. Donc vous voyez, en termes d'explication, on n'est pas sur le même mode, tout comme pour le moteur aussi. Qu'est-ce qui est le moteur de la classe dans un enseignement traditionnel, puisque nous sommes sur un enseignement simultané? Bien, ce sont les activités qui sont imposées. Le moteur du travail, c'est le programme qui est donné pour une séquence de travail. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder telle notion, et pour aborder telle notion, nous allons faire tels exercices. C'est parti, au boulot. Et tout le monde fait les exercices. C'est ça le moteur. Dans l'enseignement différencié, le moteur de l'apprentissage, le moteur du fonctionnement cognitif de l'élève aussi, ce sont les activités libres qui sont proposées, je vous rappelle, hein, par le biais des objectifs qui, eux, sont imposés. C'est-à-dire que je n'impose plus des activités, mais j'impose des objectifs. Mon souci à moi, c'est pas que tu fasses l'exercice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, page 12. Mon souci à moi, c'est que tu saches presque parfaitement, par exemple, conjuguer les temps du passé simple, par exemple, pour ensuite travailler sur le récit. Voilà.
Mon souci à moi, c'est que tu puisses utiliser, montrer que tu as compris, tu sais utiliser le théorème de Pythagore en situation concrète. Mon souci à moi, c'est ça, et je vais te donner un objectif, et des objectifs, s'il faut, plusieurs niveaux d'objectifs, pour que tu puisses le démontrer. Autre chose qui différencie ces deux types d'enseignement, c'est la notion d'évaluation. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure les tests. Et l'évaluation, le contrôle, le test, ça dépend quel terme on utilise. D'un côté, dans l'enseignement traditionnel, il est selon un calendrier qui est fixe, qui est prévu enfin fixe, pas forcément sur l'année, mais il est fixé par l'enseignant. Donc il y a un calendrier très précis. Alors moi j'étais enseignant pendant 13 ans, j'ai vécu ça pendant 13 années. Nous travaillons, et puis à un moment donné, bon, donc nous aurons fini la séquence à telle date, le contrôle sera prévu à telle autre date. Mais j'ai prévu une évaluation qui est une évaluation intermédiaire, hein, pour faire le point sur les acquisitions. Donc il y a à telle date, je sais qu'il y aura aussi un contrôle pour voir où en sont les élèves, et puis peut-être même que j'ai une évaluation aussi, diagnostique qui me permet de voir où en sont mes élèves. Voilà. Donc il y a un calendrier très précis. Elles sont communes, tout le monde fait le même test, même contrôle, même évaluation en même temps. Et puis l'échec est possible. L'échec est possible, c'est-à-dire que si l'élève a 10 sur 20, alors 10 sur 20 ou 3 sur 6, enfin, ça dépend comment c'est évalué, ou 5 sur 10, eh bien, voilà, il a eu 5 sur 10. Bon, il faudra qu'il se corrige. Peut-être qu'il faudra qu'il revoie un petit peu, hein, on lui indiquera qu'il pourrait refaire tel exercice. Mais bon, moi j'ai mon programme à faire, hein, je dois avancer, il y a le reste du groupe, donc on avance. Tu feras ça à part, chez toi, voilà. Donc l'échec est possible. Les résultats peuvent être très aléatoires. Il y a celui qui va avoir 18 sur 20, celui qui a 3 sur 20. Mais c'est pas grave. Bon, voilà, au moins il a fait le contrôle, on sait qu'il n'a pas bien bossé, on sait qu'il n'a pas compris. Et puis voilà, ça c'est un petit peu le fonctionnement de base de l'enseignement traditionnel. Dans l'enseignement différencié, eh bien, nous avons un fonctionnement très différent par rapport à l'évaluation, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de tests, donc elle est à volonté. Enfin, tu en fais autant que tu veux, finalement, de tests. Du moment que tu es prêt et que tu peux démontrer que tu as acquis telle notion, c'est que tu as atteint un tel objectif, ben vas-y, démontre-le, et puis hop, tu continues ton chemin. Donc, les tests sont à volonté. Les évaluations sont individuelles. Hein, c'est un élève qui passe un test. C'est pas un groupe classe qui passe un test. Et puis, il y a un délai possible. C'est-à-dire que, bon, il va y avoir un rythme, hein, dans l'école transformée, dans l'école différenciée. Il faut qu'il y ait des rythmes aussi par rapport au contrôle ou aux évaluations. C'est-à-dire de dire, par exemple, le lundi matin, c'est le temps propice pour passer vos tests. Sachez qu'on fera le point avec vous à chaque fois en fin de semaine pour savoir quel test tu peux passer, etc. Mais si tu as besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de temps. Et puis si tu échoues au test, eh bien, on te permettra, et même on te demandera de recommencer quand tu seras prêt. Et de ne pas en rester à l'échec ou au résultat moyen. Voilà. Ton 10 sur 20, il ne satisfait pas. Tu as 10 sur 20, tu ne peux pas passer au niveau suivant. Il faut que tu le repasses. Alors peut-être que tu as besoin d'un délai, peut-être que tu as besoin de passer par autre chose, peut-être que tu as besoin de laisser en pause, faire maturer tout ça, peut-être. En termes de progression, la progression des élèves, hein, progression d'acquisition, eh bien, dans l'enseignement traditionnel, ce qui évalue, hein, ce qui marque la progression, c'est les notes au bulletin. Les notes et les commentaires, mais surtout les notes. Voilà, il a eu telle note. Voilà. Moi, j'ai des enfants qui sont arrivés dans le système classique, là, parce qu'ils sont au lycée, ils ont choisi de retourner dans le système public, après avoir fait l'école à la maison notamment. Eh bien, j'observe, et je me rends compte qu'ils sont très souvent en train de se préoccuper des notes. C'est-à-dire qu'à peu près tous les jours ou tous les 2 jours, mes enfants concernés dans ce système-là, qui sont dans ce système, vont consulter leurs notes et vont voir si le prof a corrigé, a mis la note, et puis quelle note ils ont eu. Voilà. Ah, j'ai eu 14. Je suis un peu déçu. Oh, j'ai eu 17, je suis content. Ah, j'ai eu 12, c'est pas mal quand même, parce que c'était pas facile, hein. C'est pas mal, 12 sur 20, c'est bien. Vous voyez, la note
sur le bulletin permet de marquer, permet d'évaluer la progression de l'élève. Les résultats sont en baisse. Tom a moins travaillé ce trimestre. Nous lui demandons de faire des efforts pour le prochain trimestre. Les résultats sont en augmentation. Nous encourageons Tom. Il faut qu'il continue à persévérer et à faire les efforts nécessaires pour progresser davantage. Voilà. Voilà le genre de commentaires qui sont en lien avec les notes. Dans le système d'un enseignement différencié, on sort de cette question de la note. Il n'y a plus de note à proprement parler. La note sert juste à évaluer si le test est acquis, enfin est réussi, dans le sens si c'est bon, il y a un niveau suffisant pour dire c'est bon, cet objectif tu l'as atteint. Et on va travailler avec un tableau mural où on va afficher les objectifs et chaque élève va pouvoir marquer sa progression. Dernier point, la place du numérique, eh bien, elle est très différente dans l'enseignement traditionnel et l'enseignement différencié. Je ne veux pas passer trop de temps, mais dans l'enseignement du numérique, moi je l'ai vécu en tant qu'enseignant, dans la salle des profs, dès qu'il s'agit de parler, enfin un des sujets qui pose problème aux enseignants, un des sujets qui fait râler, un des sujets où il y a « tu peux venir m'aider », etc., c'est le numérique. Le numérique perturbe l'enseignement traditionnel parce qu'il demande de développer des moyens financiers et une énergie folle pour conserver le fonctionnement de l'enseignement simultané. Aborder le numérique dans une dynamique d'enseignement simultané, traditionnel, où tout le monde fait la même chose en même temps, c'est compliqué, c'est perturbant et ça demande beaucoup de moyens. Ou alors, on va utiliser la technologie et renforcer la posture magistrale. J'ai mon tableau interactif et donc je peux tout faire sur mon tableau. Donc je suis encore plus le maître à bord. Je peux tout enregistrer, je peux passer de nouvelles choses. J'ai plus besoin de demander à un élève d'aller chercher le livre, de distribuer les feuilles, c'est pas la peine. Je peux tout projeter à tout moment, à tout instant. Et donc on renforce sa position magistrale. Tout est accessible, on a même Internet et donc du coup on peut projeter des choses. Et l'enseignant est celui qui sait et celui qui contrôle l'accès au savoir qui est aussi présent sur Internet notamment. Donc le numérique, dans l'enseignement traditionnel, va renforcer la simultanéité, va renforcer l'aspect traditionnel de cet enseignement-là, ou alors va être perturbant. Et à ce moment-là, on le met de côté. Et c'est ce qui s'est passé pendant des décennies dans notre système, c'est que le numérique, comme c'est compliqué à gérer, dans le cadre d'un enseignement simultané, on le met un peu de côté. Et aller en salle informatique, combien de fois j'ai vu les profs tirer la tronche parce que il fallait faire un peu de numérique, parce que c'était les inspecteurs qui le demandaient. Et donc ils faisaient l'effort d'aller, mais c'était compliqué, et puis ils râlaient, etc. Alors pas tous, bien sûr. Il y en a qui avaient compris l'intérêt aussi que pouvait apporter l'avantage de cet outil-là. Et donc dans l'enseignement différencié, eh bien, le numérique, on y a un rapport très différent parce qu'on est dans une asynchronie, je vous rappelle. On avance à des rythmes différents, donc on n'a pas besoin d'être tous au même moment sur les outils numériques, enfin sur les ordinateurs, etc. Et on va davantage fonctionner en mode tablette. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément 15 ordinateurs, et si on a 15 ordinateurs, ces ordinateurs doivent être utilisés sous le mode tablette. C'est-à-dire qu'on y va pour consulter momentanément quelque chose, pour un temps court, pour faire une recherche courte, et puis il y a le mode tablette, c'est-à-dire c'est accessible, voilà, c'est facile. Dans l'enseignement traditionnel, si on veut emmener tous les élèves à la salle informatique, il faut réserver le créneau, il faut avoir le matériel, il faut être sûr que ça fonctionne, etc. Et puis, si jamais il y a un bug sur un ordinateur, ça devient la catastrophe. Là, ici, il y a un fonctionnement très différent parce que l'ordinateur est le numérique, que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone, etc., eh bien, est à disposition pour celui qui en a besoin au moment où il en a besoin. Je termine simplement cette synthèse avec deux opposés. Différencier, ce n'est pas faire des cours de rattrapage. Parce que finalement, le cours de rattrapage, le risque, c'est qu'on fasse du traditionnel dans du cours particulier. Donc en fait, on déplace le traditionnel, non plus dans le collectif, mais dans le cours particulier. Donc différencier, ce n'est pas faire du cours de rattrapage, du cours de soutien. Ce n'est donc pas faire des cours particuliers. Différencier, ce n'est pas faire des cours particuliers. Par contre,
Différencier, c'est permettre à chacun de se dépasser à partir de là où il est. Ça, c'est très important. On part de là où il est et on va lui permettre de se dépasser. Et c'est c'est favoriser l'entraide. Différencier, c'est favoriser l'entraide. C'est favoriser ce que nous avons évoqué ensemble déjà, l'autonomie collective, l'empowerment. Cette idée que je vais travailler seul, mais sans jamais être déconnecté de la réalité du groupe dans lequel je suis, parce que je suis conscient que je ne sais pas tout, que j'ai besoin d'aide et que le prof n'est pas la seule ressource. Et qu'en plus, mes camarades, mes collègues, mes pairs sont des ressources parfois très pertinentes. Voilà, donc différencier, ce n'est pas être dans l'individualisation à proprement parler, où je vais faire du cours particulier. Différencier, c'est vraiment au contraire favoriser le travail ensemble, le travail collaboratif. Et c'est partir de là où est l'élève. Pour clore cette synthèse sur l'enseignement différencié et l'enseignement traditionnel, j'aimerais terminer en parlant de l'organisation de classe et de la question de discipline. Parce que forcément, on se pose aussi cette question de la discipline. Comment on gère la discipline dans un enseignement asynchrone, où rien n'est simultané et où peu de choses sont simultanées et donc où chacun avance à son rythme, où chacun fait ses tâches, etc. Où il y a plus d'interaction, plus de collaboration, donc peut-être plus de bruit. Bref, eh bien, c'est quelque chose de tellement important que j'expliquais déjà, je me souviens, il y a plus de 7 ans en arrière, au directeur d'une école où j'intervenais comme conseiller. Et le directeur me demandait, mais comment se fait-il que les élèves que nous avons, alors que nous avons un climat plutôt familial, des petits effectifs, des enseignants vraiment qui sont là parce qu'ils ont choisi d'être là et qu'ils aiment ce qu'ils font, comment se fait-il que nous ayons des problèmes de discipline? Et ma réponse a été la suivante, c'était de lui dire que la raison du comportement inadéquat des élèves était due à leur perception de l'incohérence, du décalage plutôt qu'il y avait entre la posture de l'enseignant, bienveillant, qui aime ce qu'il fait, qui a choisi d'être là, voilà, et puis la posture bienveillante aussi manifestée par les petits effectifs, tout ça. Et puis, la façon de considérer mon apprentissage. M'obliger à être assis toute la journée et à faire la même chose que tout le monde en même temps, alors que je sais très bien que je n'ai pas les mêmes compétences. Je sais très bien que cette notion, je ne la comprends pas du tout, et ce que le prof il explique, je ne comprends pas du tout. Mais il faut avancer au même rythme. Le prof, il a son programme, et combien de fois il le dit? Il faut qu'on avance, il y a le programme. Oh non, j'étais absent pendant 3 semaines, là, il faut absolument qu'on accélère. Bim, bim, bim. Il y a un décalage entre ce que l'enfant perçoit, de la volonté de prendre soin de lui, etc. Et ça, on le trouve partout, presque partout, très souvent. Le discours, c'est de dire on veut que vous puissiez apprendre, voilà, que vous soyez épanoui dans votre apprentissage, etc. C'est un discours de plus en plus ambiant. Donc il y a ça, et parfois c'est très manifeste dans certaines écoles, notamment des écoles privées qui vont mettre l'accent là-dessus. Et puis à côté, eh bien, on ne respecte pas leurs besoins d'autonomie, et leurs besoins d'avoir une marge de liberté, une marge de manœuvre, un espace de liberté, dans lequel, c'est-à-dire un espace où ils choisissent et ils sont responsables de leur choix. Et puis aussi ce besoin d'avancer à mon rythme. Donc il y a un tel décalage que, eh bien, il y a des problèmes de discipline. Il n'y a plus d'autorité. L'enseignant perd son autorité à partir du moment où il ne manifeste plus ce respect, il ne manifeste plus cette sensibilité à l'autonomie, aux besoins d'autonomie, au besoin d'avancer à son rythme, et du coup il y a des problèmes disciplinaires. Donc la différenciation favorise l'autorité. C'est pas juste le fait d'être bienveillant, je t'aime, tu es quelqu'un de bien, tu es un enfant précieux, ok. Mais si je suis un enfant précieux, montre-le moi, concrètement, par la façon dont tu me traites pédagogiquement. Et si je passe sur la partie haute de ce schéma, l'autorité de l'enseignant nécessaire, le cadre pour qu'il y ait du cadre, est renforcé par le fonctionnement, justement. L'élève étant pilote de ses apprentissages, il va être plus motivé. Et en fait, là, ici, vous avez les deux facteurs de la
pour que l'autorité puisse être en place dans un groupe, et pour qu'elle puisse être respectée, c'est que l'enfant se sente respecté en tant que personne, ça, vous le savez, mais que l'enfant se sente respecté en tant qu'apprenant. Et que l'autre facteur, c'est la motivation. Et qu'il puisse se sentir motivé. Il puisse, j'ai envie de dire, être au contact de sa motivation. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué en termes d'autorité. Donc, le but de l'enseignement différencié, c'est de rechercher l'équilibre entre la façon dont je vois l'enfant et la façon dont je vois l'apprenant et la façon dont je me vois moi, c'est-à-dire je vois ma place, mon rôle. Un équilibre dans ces domaines-là. Je terminerai avec cette citation de Célestin Freinet. Avez-vous remarqué combien vos enfants en famille ou à l'école sont sages et faciles à supporter quand ils sont occupés, en totalité, à une activité qui les passionne? Le problème de la discipline ne se pose plus. Il suffit d'organiser le travail enthousiasmant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu prendre tout ce que vous avez à prendre. Et puis, si besoin, n'hésitez pas à la revisionner, à la réécouter pour pouvoir cheminer avec toutes ces notions-là. Merci pour votre attention et puis à bientôt.